Bonsoir. Dans les titres de ce 19h30, le Bénin célèbre demain la journée nationale de l'arbre. Dans ce journal, nous irons voir comment les forestiers se préparent pour la célébration, eux qui luttent pour la protection de l'environnement et contre la déforestation. Ils ont pris quelques nouvelles dispositions, nous dira Asiongbon, Kanye Asiongbon dans ce journal. Du sport, de l'amusement sain, de l'éducation à la bonne citoyenneté, tout cela en une seule activité tenue samedi à Porto Novo. Des écoliers ont participé à une course relais qui a abouti à une sensibilisation sur la préservation de la nature. Porto Novo éduque ses futurs cadres pour la préservation de son écosystème lagunais. Et puis Rotary International du district 9102 qui s'agrandit, 25 nouvelles personnes qui ont adhéré par le biais de son démembrement de Cotonou Siké Colombe pour la solidarité et le partage. La cérémonie qui consacre officiellement leur appartenance à l'organisation internationale s'est déroulée à Cotonou et c'est Narcisse Alossek qui va nous en parler. Voilà donc pour les titres. Bienvenue aux nouvelles de Cotonou. De nouvelles dispositions pour mieux préserver la nature, l'environnement et lutter efficacement contre la désertification. L'engagement vient des forestiers du Bénin en cette veille de la célébration demain de la journée de l'arbre. Au-delà des dispositions, Asiongbon Kanye Asiongbon qui leur a rendu visite les a vus en pleine préparation de la journée de demain, si spéciale pour cette corporation. Voici le reportage. La direction des eaux, forêts et chasses est dans la dynamique de la restauration en cette 37e célébration de la Journée nationale de l'arbre. Cette année, c'est l'arrondissement de Kmanroun dans la commune de Zinvier qui est choisi pour la célébration officielle placée sous le thème « Arbres et restauration des forêts pour le bien-être ». Pour la cause, des dispositions sont prises. Un programme est élaboré pour célébrer la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Le site qui est retenu, c'est le domaine de la coopérative d'aménagement rural du Grand Henvi, Sisa Akbarou. Nous allons réaliser 5 hectares de plantation avec près de 13 125 plants. Nous avons des essences autochtones qui représentent pratiquement 5% de ce qui va être mis en terre et l'espace va être bourré par les essences exotiques, précisément Acacia auriculae pour permettre à la coopérative d'avoir des produits intermédiaires pour pouvoir continuer l'aménagement de leur site. La communauté internationale a décrété la période 2021-2030 comme la décennie de la restauration des paysages. À ce sujet, le Bénin s'active pour faire de cette décennie une réussite. Et déjà, des mesures sont prises au plan national pour un maximum de plants à mettre en terre. Au plan national, pour les prévisions qui sont faites pour la journée, nous avons prévu autour de 145 000 plants. L'année dernière, nous avons fait 121 536 plants sur 74 hectares. Cette année, les prévisions sont autour de 145 000 plants et avec une légère hausse de superficie emblavée autour de 80 hectares. La journée de l'arbre annonce la campagne nationale de reboisement. Et le 5 juin, il sera célébré la journée mondiale de l'environnement et celle de l'interforce au Bénin. Toutes les forces vont se réunir à la plage de Figuerossé à Cotonou pour la mise en terre de plusieurs plans. Direction Boycon pour vous parler de cet atelier de restitution des tests et du manuel de procédure administrative, comptable et financière révisée de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. L'affaire CAB, vous ne le savez peut-être pas, est engagée depuis peu dans un processus de réadaptation de ces tests à ses ambitions d'être une structure viable, principale interface entre les radios communautaires et les institutions publiques ou non du Bénin ou d'ailleurs. Y met Hélène Amson.
Présents à Boycon pour 48 heures, ils sont venus de différentes localités du pays. Ces hommes et femmes sont tous membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Les assises vont leur permettre d'apporter des amendements, suggestions et observations à certains documents importants pour garantir à leur association un fonctionnement optimal et autonome. Cet atelier fait suite à l'étude sur la viabilité institutionnelle et organisationnelle de la FERCAB. Cette étude de viabilité a consisté à analyser la vraisemblance de voir à un moment donné le flux d'avantages générés par la FERCAB se poursuivre au-delà de l'appui sous forme d'aide des PTF, en l'occurrence la DDC. Dans ce sens, il s'est agi d'identifier les facteurs d'influence et des changements à opérer pour plus de chances de viabilité. Cette ambition passe nécessairement par la maîtrise d'une gestion administrative, financière et comptable irréprochable. Autrement dit, pour asseoir un leadership médiatique national, il est important pour la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin de disposer des outils de gestion modernes et qui devront permettre aussi bien un contrôle interne fiable que le contrôle externe des auditeurs. Les travaux de cet atelier seront l'occasion pour les participants de se pencher sur les tests de base révisés de la FERCAB. Ils vont aussi examiner la nouvelle version du manuel de procédure administrative, comptable et financière de la Fédération. Ce dernier va permettre à l'association de disposer d'outils de gestion modernes et des pratiques de gestion qui allient transparence, efficacité et bonne gouvernance. Les consultants du présent atelier se sont attelés. Ils ont ainsi pu procéder à la relecture des tests de base de la Fédération, mettre en place les organes conformément au texte amendé, mettre en place les tableaux de bord pour la gestion des fonctions des organes de gouvernance. Je requiers votre attention au cours de ces 2 jours de travaux afin que les documents qui vous seront soumis bénéficient de votre touche toute particulière, fruit de nos longues et riches expériences dans la vie associative. La démarche entreprise depuis 2020 et qui se poursuit encore vise essentiellement à repositionner la FERCAB afin de faire d'elle un interlocuteur valable des institutions publiques, privées et parapubliques dans le paysage médiatique national. À l'issue des présentes assises, il est prévu une assemblée générale qui va regrouper les membres des instances dirigeantes de la fédération ainsi que des représentants des 39 radios que compte le Creuset. Parlons de l'actualité politique maintenant. On est très content actuellement chez les Tchoko-Tchoko du Parti du Renouveau démocratique. La nomination d'un des leurs, notamment Raphaël Akotagnon, au gouvernement au nom du parti est fortement applaudi. Gracien Laurent Rwamenou, membre du PRD, est invité ce matin d'Actu Matin à parler avec insistance de beaucoup de joie chez les Tchoko-Tchoko. Je vous propose de le suivre dans ce court extrait de son intervention ce matin. Nous avons accueilli, n'est-ce pas, cette nomination avec beaucoup de joie, parce que ça fait 25 ans que le PRD n'a plus participé à une action gouvernementale. Oui. Désormais, nous avons éminé ce gouvernement. Ça fait une fierté pour les militants du parti et nous profitons, n'est-ce pas, pour dire toute notre reconnaissance au président Patrice Talon qui a voulu choisir un parmi les nôtres à un poste aussi important dans son gouvernement. Le ministre Akotagnon, 3 fois député à l'Assemblée nationale, président de la commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale, c'est quand même un background qui mérite, n'est-ce pas, d'être salué. Et donc, son choix est tout à fait normal. Au niveau du parti, il a, comme vous l'avez dit, il a des ambitions, il a des compétences. Mais le choix de porter sur lui, tout le monde se plie. Nous, au PRD, il n'y a pas d'anicroche parce que tel a été choisi, tel autre n'a pas été choisi. Non, ce n'est pas le cas. Il a pensé au PRD. Et ça c'est en lien, ce n'est pas sans lien avec la promesse qu'il a faite au PRD lorsqu'il était à notre congrès le 6 février dernier, où il a exprimé, comme je l'ai dit ici déjà, de sa profession de foi pour dire que désormais qu'il travaillera main dans la main avec le PRD. Donc nous avons salué cela. Tous les portefeuilles ont quand même leur importance. Et le rôle que doit jouer le ministre Raphaël Akotagnon est un rôle très important aux côtés du président.
Et ce portefeuille nous sied valablement. Et nous, on ne dit pas ceci, c'est pas bon. Non, pas du tout. Il a un rôle très important. Gérer les communes du Bénin, ce n'est pas chose. Mais le PAD n'a pas d'injonction à lui donner par rapport au travail qu'il doit faire aux côtés du président de la République. Il faut comprendre les choses. D'accord? Il est en mission, il représente le PRD au sein du gouvernement, il participe à l'action du gouvernement, tracée, n'est-ce pas, la ligne qui est tracée par le président, d'ailleurs à travers comment on appelle-t-on, son programme d'action présenté au peuple béninois, n'est-ce pas. Un autre invité de la matinale qui se prononçait sur un autre sujet, Pascal Zountiemen, directeur général du Centre africain de formation et de perfectionnement en journalisme et communication, acclame la suppression du poste de ministre de la communication dans le gouvernement. Il a trouvé très convaincant les arguments avancés par Patrice Talon pour justifier cette disparition et voit par ailleurs un avenir pas très rassurant pour les médias béninois. Suivons le deuxième invité de Christian Dadedja ce matin. Donc, j'estime que les arguments du président de la République sont convaincants. Ça part de l'état des lieux, n'est-ce pas, qu'il a eu à faire. Et il observe que la communication est confondue à la propagande. Et par conséquent, les médias, dans un système d'économie libérale, de libéralisation des initiatives et en démocratie libérale, donc, les médias ne devraient plus être, n'est-ce pas, en train de commettre ce genre d'erreurs, à faire de la propagande, n'est-ce pas, pour un régime politique. Ceci dit, j'ai pu quand même observer également que la communication perçue, n'est-ce pas, par les différents régimes qui sont passés, ne reflète pas en réalité la communication. Donc il ne s'agit aucunement de faire de la propagande. Mais cette confusion a été alimentée depuis des années, depuis que ce ministère existe. Et à la limite, des journalistes, excusez-moi, se sont prêtés à ce jeu. Parce que soit ils s'auto-censurent au profit, n'est-ce pas, d'un régime, ou alors on les censure, c'était le cas sous le PRPB. Des journalistes ont été commis à la tâche de la communication. Et ça a créé davantage la confusion. Vous savez que informer n'est pas communiquer. Concernant les attributions dont pouvait hériter, n'est-ce pas, la HAC et qu'exerçait le ministère de la Communication, moi je suis un peu perplexe parce que l'institution HAC doit être une institution neutre. La HAC n'est pas faite pour être un organe de gestion, mais d'organisation. Et la HAC, autant que les médias, n'est-ce pas, a besoin de l'appui de l'exécutif. Et par conséquent, renvoyer les médias auprès de la HAC pour les gérer me semble être un pari absolument risqué. Les institutions faîtières des médias sont les mieux indiquées pour directement se gérer. L'avenir des médias est un avenir très compliqué parce que nous n'avons pas, malheureusement, pas encore véritablement d'entreprises de presse qui se suffisent du point de vue sur le plan financier. Et ceci est lié au fait que les faîtières me semblent ne pas être suffisamment écoutés pour que les problèmes qu'ils vivent, ils puissent les faire part de ces problèmes-là. Et les entreprises de presse ne sont pas les entreprises comme toutes les autres entreprises. Et les entreprises de presse brassent essentiellement de l'information. Mais l'information, les entreprises de presse ne les vendent pas. On ne vend pas l'information. C'est les supports qui permettent de diffuser l'information, les moyens qu'on achète. Quand vous achetez un journal, vous n'achetez pas les informations du journal, mais vous achetez le support et tout ce qui rentre dans la production. C'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, l'information, les entreprises qui gèrent et qui traitent l'information et qui la diffusent ne peuvent pas être considérées de la même manière que les entreprises ordinaires, de mon point de vue. Du virtuel à la réalité, les membres de la plateforme sociale WhatsApp dénommée Nous Amis d'enfance
se sont vus la semaine écoulée à Djougou pour une assemblée générale constitutive. Ils ont transformé leur creuset virtuel en une association apolitique de développement. Ces membres se sont ainsi donné la main pour dorénavant apporter leur pierre de construction de développement de Djougou, leur ville d'origine. Abdou Sahabi Idrissou, Alassane Harouna pour le point. Ces hommes et femmes résidant à Djougou et de la diaspora ont partagé leur enfance dans la cité des Pétoni, Nyora et Atakora. Après 10 à 15 ans de séparation, ils se sont retrouvés autour de la plateforme WhatsApp dénommée « Nous, amis d'enfance », créée depuis 2018 par Ali Yaro Marouf, un Djougouois de la diaspora. Depuis lors, ils se donnaient rendez-vous chaque fin d'année dans l'allégresse. De 7 membres à la création, ils sont aujourd'hui à plus de 200. C'est alors qu'ils ont décidé de formaliser ce creuset en lui donnant une existence légale à travers cette assemblée générale constitutive qui consacre la création de l'association Nous, amis d'enfance. Puisque c'était juste un creuset WhatsApp, on s'est dit qu'il faut formaliser les choses en allant en association et là nous aurons tous les papiers être reconnus. C'est vrai, on va dire le gouvernement est là, la mairie est là, oui, la mairie est là, le gouvernement est là, mais voyez-vous combien de villes nous avons pour que le gouvernement puisse satisfaire chacun. Et puisque nous sommes maintenant dans l'ère du développement, ça y est, et nous disons aussi le développement de Djougou, ça y est, avec les fils et filles de Djougou. Contribuer au développement de la commune de Djougou, tel est l'objectif que se fixe ce creuset. Et pour y arriver, les membres fondateurs misent sur leur potentialité. Nous croyons en nos capacités, nous croyons en nos potentialités pour impacter la ville de Djougou positivement dans le sens du développement. Ainsi soit-il. C'est un éveil de conscience qui nous interpelle tous, chers amis. À peine les ambitions de l'association Nous, amis d'enfance dévoilées que déjà, elle reçoit l'onction des autorités à divers niveaux. Tour à tour, elles ont non seulement loué la démarche des initiateurs, mais aussi et surtout prodigué de sages conseils pour l'atteinte des résultats escomptés. C'est sur ce que nous organisons. Et si nous tenons au développement de Djougou, eh bien nous ne pouvons passer que par la promotion des valeurs morales. Le premier effort que nous devons faire, eh bien, c'est que ce groupe que vous avez créé, M. Marouf, demeure apolitique. Nous sommes convaincus que l'initiative contribuera au développement de notre commune. Et je voudrais vous rassurer au nom du maire de la commune de Djougou que la commune vous tend la main pour qu'ensemble nous puissions relever les défis du développement de notre commune. Je vous remercie. Dans sa vocation de contribuer à l'assainissement de la ville de Djougou, ce creuset a offert du matériel d'entretien à la mairie. Une manière pour lui d'accompagner le maire Abdoul Malik Seibou Gomina qui s'investit dans l'assainissement de la cité. D'autres actions plus poignantes sont prévues dans les tout prochains jours dans les domaines tels que l'éducation et la santé. On a tenu, on ne lâchera plus. Les états généraux de la commune d'Abomey-Calavi ont pris fin samedi dernier. Pendant 2 jours, les participants ont discuté et fait des propositions au sujet des rapports provisoires élaborés par le comité technique préparatoire, une étape importante dans le processus de développement de la commune ainsi lancée et dont l'aboutissement a fortement réjoui le conseil communal et surtout son président en premier lieu, Angelo Arwandinou. Il l'a fait savoir lors de la cérémonie de fin des assises. Voici le compte rendu des man parfaits Anyambosu et d'Elvis Tonokwa-Suluko. C'est un geste de haute portée, témoignage de la reconnaissance publique du conseil communal d'Abomey-Calavi à tous ceux et celles qui ont conduit et dirigé de main de maître les travaux de ces assises. Et qu'ils soient membres du comité technique préparatoire ou du présidium ayant modéré les échanges, tous sont désormais reconnus comme acteurs majeurs de la nouvelle dynamique qui sera ainsi déployée. À l'issue de ces travaux, j'ai constaté avec joie que vous avez abordé les différents secteurs, la valorisation du potentiel culturel et touristique de la commune d'Abomey-Calavi, les potentialités économiques de la commune de Calavi,
qui ont été mis en évidence. Les aspects sécuritaires, comment gérer désormais le foncier dans la commune d'Abomey-Calavi pour le bonheur de la population. Vous avez parlé de l'urbanisation de notre commune, de l'adressage, l'ouverture des voies, tout ceci à travers le lotissement bien fait. Vous avez demandé que ce qui a été fait comme lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi soit audité. Votre vœu sera réalisé. 48 heures d'échange et de contribution autour de la vingtaine de rapports thématiques préalablement élaborés par des experts. À la fin, l'unanimité se fait autour des actions phares à mener pour espérer un réel décollage de la commune la plus peuplée du Bénin. Si nous mettons 10 pages par thématique, ça nous fait 240 pages au moins. Donc nous allons faire un document de synthèse qui soit facilement lisible, malléable et rendu disponible. Document à partir duquel le maire peut déjà envisager l'élaboration des PDC. Comme c'est sur 15 ans la réflexion, donc au moins 3 PDC peuvent être tirés de ce document qui peut contribuer au développement de la commune. Par ailleurs, une feuille de route est mise en place, ou sera mise en place dans les prochains jours pour permettre au maire de pouvoir avoir des actions nécessaires, aussi bien pour le court terme, pour le moyen terme que pour le long terme. Chez les participants, la satisfaction était générale. Un bon citoyen d'une ville qui aspire à se moderniser sur tous les plans, chacun, y compris ceux qui exercent des fonctions au plus haut niveau, a fait des apports très enrichissants. Les assises qui consacrent les états généraux des citoyens pour le développement de la commune d'Abomey-Calavi sont maintenant bouclées. L'équipe communale soudée autour du maire et de ses adjointes devra maintenant travailler à traduire en acte les différentes résolutions issues des travaux. Du 3 en 1, un jeu, du sport et à la fin un moment d'éducation à l'éco-citoyenneté. La course relais organisée samedi à Porto-Novo à l'intention des écoliers de certains quartiers de la ville a fini par une sensibilisation sur la protection de l'environnement et de l'écosystème lagunaire de la capitale. Cette course a été initiée dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte. Emma Rodono. Du sport pour promouvoir le développement durable. Ils sont au total 120 écolières et écoliers venus de 15 écoles des quartiers Agboko 1 et Agboko 2, situés dans le 2e arrondissement de Porto-Novo, qui ont participé à cette course relais organisée par la mairie de Porto-Novo dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte. L'objectif est d'impliquer à travers le sport les écoliers dans le processus du développement durable, notamment l'amélioration de l'environnement urbain de Porto-Novo et la sauvegarde des écosystèmes lagunaires. Porto-Novo Ville Verte, c'est l'adaptation de la ville de Porto-Novo au changement climatique, c'est la préservation de l'environnement et en termes beaucoup plus simples, c'est la préservation des écosystèmes lagunaires. Et vous savez, dans ce cadre, si nous voulons faire un travail prospectif, c'est qu'il faut pouvoir préparer les générations futures à s'inscrire dans cette logique. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est les enfants qui sont à l'honneur sur le circuit de la promenade lagunaire. Je voudrais rappeler que ce projet est un projet de développement urbain durable dont le conseil municipal de Porto-Novo est le maître d'ouvrage. Après la phase sportive qui a permis à chaque compétiteur de courir sur 100 mètres, les écoliers ont eu droit à une séance de sensibilisation. Aujourd'hui, ce n'est pas bon qu'on jette. Nous avons des terre-pleins, nous avons notre cadre de vie. C'est facile que les gens jettent des choses par terre n'importe comment. C'est le lieu de nous sensibiliser pour que cela ne se répète plus. L'arbre, c'est important pour la protection de l'environnement. Donc tout ça, on fait ceci pour quand même sensibiliser les gens à protéger, à travailler pour une protection de l'environnement. Cette activité s'est déroulée sous le regard bienveillant du directeur de l'Agence française de développement qui finance le projet Porto-Novo Ville Verte. Le projet de Porto-Novo Ville Verte cherche d'abord à travailler pour améliorer l'environnement urbain de Porto-Novo.
et pour réouvrir la ville vers la lagune. L'environnement, nous le savons, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire de toutes les générations. C'est pourquoi je suis spécialement heureux d'être avec vous ce matin et avec tous ces enfants qui sont venus courir. Un des points caractéristiques pour l'AFD du projet de Porto Novo Ville Verte, c'est qu'il cherche à travailler avec toute la population concernée. Au terme de la compétition, les 3 meilleures écoles ont été primées aussi bien dans la catégorie des filles que des garçons. Parlons maintenant de cette sortie d'explication du directeur départemental de l'enseignement secondaire du Zou. Dieudonné Gambiala s'est obligé à cet exercice pour répondre aux mécontentements, voire contestations, qui sourdent dans le rang des populations de certaines localités privées de centres de composition pour l'examen du brevet d'études du premier cycle. Il y a même un dernier cas qui passe mal, c'est celui enregistré dans la commune de Zobodoma, où les populations ont même manifesté. Mais le directeur veut rester pédagogue dans sa démarche. Ces suspensions des centres sont dues, explique-t-il, de façon globale à la baisse du nombre de candidats enregistrés ces dernières années. Il y a par ailleurs d'autres explications à fournir par rapport justement à cette décision. Voici ces explications au micro d'Imet Hélène Amsou. En 2019, nous avons fait composer 17 000 candidats. En 2020, 13 000 candidats. Et cette année, nous avons inscrit 10 986 candidats. Vous constatez avec moi que le nombre de candidats chute de jour en jour, d'année en année. Et ceci parce que l'enseignement technique prend de l'ampleur. Ça justifie la chute des effectifs que nous constatons au niveau de l'enseignement général. Et quand le nombre d'élèves au niveau de l'enseignement général chute, diminue, nous ne pouvons plus avoir le même nombre de centres de composition, le même nombre de salles de composition, le même nombre de correcteurs, le nombre de surveillants et le nombre de secrétariats même a diminué puisque nous sommes passés de 2 secrétariats à 1 secrétariat. Depuis 2 ans, la commune de Wenki, qui avait 2 centres de composition, le centre de Dasso et le centre de Wenki, a vu le centre de Dasso suspendu et aujourd'hui les enfants de Wenki ne composent qu'au CG de Wenki. Quand nous descendons dans la commune d'Aboumé, on avait 5 centres de composition. Aujourd'hui, la commune d'Aboumé n'a que 2 centres de composition. Le centre de composition du CG1 qui a 900 et quelques candidats et le centre de composition du CG2 qui a 1062 candidats. Boycon qui est la commune qui a plus de candidats, nous avons le CG1, le CG2, le CG3, le CG4 qui sont des centres de composition. Les autres centres sont suspendus. C'est la mort dans l'âme que nous sommes obligés de diminuer un centre sur 3 à Zobodome. Je vous dis que les 3 centres de Zobodome, l'effectif des 3 centres réunis n'atteint pas l'effectif du centre de CG1 à Aboumé. C'est vrai que des communes, il y a la distance qui fait que nous jouons un peu sur la chose. Parce que vous prenez, dans Zobodome, nous avons le centre de Domé, qui est un centre vraiment social, hautement social. Le centre de Domé reçoit les enfants de Pokissa. Et les enfants de Pokissa pour venir au Goudron, c'est à 47 km. Le CG de Cana 1 est entre 5 et 6 km du centre de composition de Zobodome 1. Et Zobodome 1 est le plus gros centre qui peut accueillir beaucoup d'élèves. Par conséquent, le choix est malheureusement porté sur la suspension du centre de Cana 1. Ce qui est primordial pour nous, c'est de travailler ces enfants-là pour qu'ils réussissent tous. Nous avons mené des démarches en direction des notables, l'association des parents d'élèves. Ils sont venus me voir, l'association de développement de la localité. Je voudrais que tous les acteurs, qu'ils soient de l'association de développement de Cana, qu'ils soient parents d'élèves, les enseignants sont déjà acquis, qu'on accompagne ces enfants-là pour un succès total. Et à la fin, nous allons nous retrouver pour régler nos problèmes. Merci. Le préfet du Mono a effectué vendredi une descente sur le site d'exploitation illégale de carrières de mines situées sur son territoire. Il a à cet effet sillonné les communes de Khouyogbe et de Lokossa. C'est pour sensibiliser les exploitants sur la nécessité de se conformer aux
réformes en cours dans le secteur. Voici le compte rendu de Geoffroy Mensan. Avant la phase répressive contre les exploitations illégales de carrières de mines dans le département du Mono, l'heure est toujours à la sensibilisation. Près de 4 mois après la séance de sensibilisation animée par 2 ministres au profit des collectivités territoriales du département sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour mettre un terme à l'exploitation illégale de ces carrières au Bénin, c'est au tour du patron du département de s'atteler à l'exercice. Il effectue à cet effet ici une descente sur quelques sites situés sur son territoire. Le constat est toujours amer parce que nous avons vu des carrières ouvertes illégalement parce que les auteurs, les exploitants n'ont pas pu nous présenter, disons, une autorisation. Certains n'ont même pas le certificat d'occupation de site que la mairie devait leur délivrer. Nous avons eu à sensibiliser tout ce monde-là en leur demandant d'aller faire les formalités. Le préfet du Mono est donc allé, durant cette journée du vendredi 28 mai, au contact des exploitants de carrières dans le Mono. Il s'est ainsi rendu à Logo et à ses centres dans la commune de Khoyagbe et à Geounkon dans la commune de Lokossa. Depuis janvier que le message est arrivé, nous, quelques exploitants du village de Geounkon, on s'est forcé pour être à jour vis-à-vis de l'État. J'ai déposé mes dossiers. À l'heure où nous parlons, j'attends le récépissé. Je ne sais pas pourquoi ça traîne comme ça. Et par rapport à l'exploitation, les efforts sont en train d'être faits parce que les exploitants vivaient d'une manière ou d'une autre. C'est qu'ils avaient déjà un comportement donné par rapport aux travaux des carrières et autres. Maintenant, aujourd'hui, la mairie est en train de sensibiliser. Il y a des réunions qui se font au jour le jour. Le maire même est à pied d'œuvre avec les services techniques. Et il y a ces réunions-là qui se multiplient. Les exploitants sont toujours invités et avec la collaboration du directeur des mines. Et je pense que d'ici à là, les choses seront corrigées. Pour une efficacité de la lutte à mener contre l'exploitation illégale de ces carrières de mines, le préfet a eu à procéder le 14 mai dernier à l'installation d'une brigade mobile de contrôle. Nous les avons exhortés à aller très vite, faire les formalités, puisque prochainement, quand on sera sur le terrain, ce serait la répression. Ces carrières illégalement ouvertes et exploitées présentent des risques majeurs pour l'environnement et la sécurité. La campagne agricole béninoise au titre de l'année 2021-2022 est ouverte depuis jeudi dernier à Grand Popo. Elle a été placée sous le thème « Le maraîchage urbain et périurbain autour des zones humides, concilier les fortes demandes de produits maraîchers et l'utilisation rationnelle des intrants ». Retour sur les images de la cérémonie officielle de lancement de cette campagne avec Geoffroy Mensan que nous retrouvons. Je déclare lancer la campagne agricole 21-22 pour que vive le Bénin, vive son agriculture. Gaston Dossoui donne ainsi le top départ de la campagne agricole 2021-2022, non pas sans avoir fait un point de la campagne écoulée. Un point issu d'un forum d'échange avec toutes les catégories d'acteurs du secteur agricole. La campagne 2021, bien que marquée par l'apparition de la pandémie de Covid-19, avec toutes ses conséquences sur l'ensemble des secteurs d'activité, dont principalement l'agriculture, a quand même permis d'obtenir des résultats satisfaisants. Au nombre de ces résultats, on peut citer la hausse de la production des céréales et des légumineuses respectivement de 1,6 et de 0,48%. La production record de coton de 331 046 tonnes contre 715 000 en 2019-2020, confirmant ainsi la place de premier rang de producteurs de coton en Afrique, et ceci déjà pour 3 années consécutives. Une ferme d'une superficie de 5 hectares, située à Yeguenou, dans la commune de Grand Popo, a abrité cette cérémonie. La ferme a d'ailleurs été visitée par les acteurs agricoles présents sur le site.
C'est une commune à la fois agricole et touristique. Agricole car elle constitue le grenier du Mono en matière de production maraîchère et abrite les activités de pêche maritime, continentale et de pisciculture. Au cours de la campagne agricole précédente, la commune a été marquée par une grande productivité dans la filière maraîchage avec un rendement de 18 049 tonnes de production. Une des stations balnéaires du Bénin, Grand Popo, est aussi un grand bassin de production maraîchère. Le thème de la campagne est le maraîchage urbain et périurbain autour des zones humides, concilier les fortes demandes de produits maraîchers et l'utilisation rationnelle des intrants. Nous devons donc renforcer les stratégies innovantes de production maraîchère, particulièrement autour des zones humides, pour qu'elles assurent la durabilité des ressources non renouvelables et la santé des populations, en plus d'être rentables financièrement et économiquement à ceux qui pratiquent. La nouvelle campagne agricole qui vient de s'ouvrir intervient à un moment marqué par le démarrage du second quinquennat de Patrice Talon à la tête du Bénin. Les nouvelles ambitions du gouvernement pour la période 2021-2026 ont été énumérées. D'abord, d'ici 3 ans, nous devons pouvoir mettre en place de très grandes plantations. Des plantations d'envergure qui seront concédées à des exploitants pour pouvoir les mettre en valeur, payer des redevances à l'État et aux communautés là où ces plantations sont installées. Nous devons renforcer la capacité productive, puis faciliter l'installation des unités de transformation agroalimentaire pour créer la valeur ajoutée. Dans tous les cas, pour les 5 ans à venir, le paysage béninois doit changer. Faire du Bénin une puissance agricole dynamique et compétitive, telle est la volonté du chef de l'État à travers son PAG2. Pour cela, il faut donc maintenir le cap des réformes et des performances. Puis, déterminer les nouvelles bases. De nouveaux membres au Rotary Club Cotonou-Siké-Colombe. 25 personnes de bonne volonté ont choisi d'intégrer cette organisation internationale. Elles ont reçu leurs attributs d'appartenance au Creuset lors d'une soirée de gala. Narcisse Salosé, Teddy Goudalo. Le Rotary international du district 9102 ouvre ses portes à 25 jeunes, hommes et femmes, pour davantage impacter les personnes vulnérables. Ces membres fondateurs du nouveau club de Cotonou-Siké-Colombe reçoivent ici les attributs d'appartenance à ce regroupement. Port de pente, remise de la cloche, le maillet et la charte qui symbolisent l'acte de naissance de ce creuset sont les moments forts de cette soirée gala. La raison d'être d'un Rotary Club est de pouvoir soulager la misère des communautés démunies à travers la recherche de solutions durables à leurs problèmes les plus pressants. C'est à cela que nous, membres fondateurs ici présents, nous engageons et voudrions solliciter l'accompagnement de vous tous. Club est né, leader du Rotary au Bénin et dans le district. Le club de Cotonou-Siké-Colombe représente le 31e des clubs Rotary au Bénin et déjà, les membres prennent l'engagement d'œuvrer sans répit pour que leur regroupement soit hissé au rang des clubs les plus performants du district 9102. C'est le moment pour eux de rendre un vibrant hommage au défunt Brice Tongba, un des responsables du district qui a œuvré pour l'aboutissement du processus de création du club. Je me rappelle comme si c'était hier, les premières réunions que nous avions tenues au cabinet du feu adjoint du gouverneur Brice Hervé Tongba, qui a tout donné pour que ce club connaisse le jour. Nous lui exprimons nos sincères reconnaissances à titre posthume. Le projet phare de votre nouveau club porte sur l'autonomisation de 20 jeunes filles en situation difficile en fin d'apprentissage en couture au centre d'accueil diocésain Père Benito Ibarreta de Boyicon pour un montant de 5 160 000 francs à raison de 258 000 francs par fille. Nous, dans le district 9102,
savons que nous recevons beaucoup de vous en aide et en service, ce qui vous permettra d'être de meilleurs Rotariens, et nous vous offrons très chaleureusement le bras droit de la fraternité rotarienne. Vous découvrirez rapidement que le Rotary est une famille, service et divertissement. C'est donc parti pour une aventure rotarienne réussie et pleine d'action au profit des couches défavorisées. La présidente du club de Cotonou Siké Colombe mesure déjà l'immense charge qui lui est revenue et elle compte se montrer à la hauteur de sa mission. Une prière musulmane à l'intention de la nouvelle équipe gouvernementale du Bénin. La fondation Malek Rossou a choisi le tout premier vendredi qui venait, juste après la formation du gouvernement de Patrice Talon, pour prier et invoquer Allah afin qu'il protège l'équipe et son chef. Imet Hélène Amsou. Comme en 2016, la Fondation Malek Rossou réédite l'événement à la mosquée centrale de Boïkon ce vendredi, les fidèles ont prié. Ce jour est le premier après la constitution et la prise de service du premier gouvernement du deuxième mandat de Patrice Talon. La séance d'invocation a été l'occasion d'implorer le Tout-Puissant, sa protection et les bénédictions sur les membres de l'exécutif, son chef ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs. C'est le premier vendredi qui vient après l'investiture de notre président. Nous avons profité de cette occasion pour prier comme nous en avons l'habitude, pour prier pour la paix, la santé, la longévité. Nous avons imploré Dieu pour qu'il éclaire le président et les ministres qu'il a choisis, parce que s'il n'y a pas la paix, on ne peut rien. Pendant 1 heure environ, diverses sourates ont été lues. Dans le prêche, les uns et les autres ont été invités à la culture de la paix. Au devant des fidèles, l'imam Idriss Ouboukari a également demandé au miséricordieux de guider les nouveaux décideurs. Ces séances d'intercession en faveur de la stabilité, la quiétude et les progrès vont se multiplier les jours à venir. Pour Yacoubou Malek Rossou, ces moments de prière constituent l'un des rôles dévolus aux garants que sont les responsables religieux depuis des générations dans l'islam. La communauté musulmane prie pour le régime, prie pour la paix, prie pour tout le peuple béninois, les autres religieux aussi. Ils font, on n'a qu'à continuer à le faire. Les gens nous critiquent, mais ça ne nous dit rien, dans la mesure où nous sommes en train de jouer notre rôle. Nos aïeux étaient invités, je parle des musulmans du plateau d'Abomey, étaient invités afin de prier pour le royaume de Dahomey. Depuis 1713, c'est le roi Gada qui a fait ça. Nous avons demandé à Allah Tout-Puissant de les éclairer les voies, de les éclairer tout ce qu'ils font pour qu'ils travaillent pour nous, pour réussir tout ce qu'ils sont en train de planifier pour nous. Toutes les réformes, nous demandons à Allah de les accorder, que ça passe bien avec ce que le président même nous a promis, que c'est cette quinquennat, c'est quelqu'un de la sociale. Dorénavant, à travers cette prière, l'équipe gouvernementale peut se prévaloir de l'onction, de même que l'accompagnement divin, pour avancer et accomplir au mieux la mission à lui confiée par le peuple béninois, celle de construire une nation prospère où il fait bon vivre pour tous les filles et fils du pays. Ce journal va s'achever, mesdames et messieurs. Demain, c'est la journée de l'arbre au Bénin. Les forestiers sont déjà prêts pour marquer l'événement. Mais cette année singulièrement, ils ont pris des dispositions spéciales allant dans le sens de la préservation de l'environnement et d'une lutte efficace contre la désertification. Assimo Kanye, Assimo le a rendu visite et nous a fait découvrir ce qui nous attend demain à ce sujet. Suppression du ministère en charge de la communication du gouvernement de Patrice Talon. Un invité, pas des moindres, l'a trouvé pertinent sur la matinale de Canal 3 Bénin. Actu Matin a ouvert son micro ce matin à Pascal Zountiema, directeur général du Centre africain de formation et de perfectionnement en journalisme et communication, qui s'en est fortement réjoui et surtout s'est satisfait des arguments avancés par le président pour justifier son option. Un groupe WhatsApp qui passe à une association de développement à Djougou. Les membres du groupe Nous Amis d'enfants se sont vus la semaine écoulée pour mettre sur pied l'association et la formaliser. Nous avons fait un tour là-bas pour comprendre la motivation des membres de ce creuset. C'est pour contribuer à leur façon et désormais
au développement de leur Djougou d'origine. Voilà, c'est tout pour ce 19h30. Merci d'avoir été là. Je vous vois demain à partir de 19h30. D'ici là, vous vous portez très bien. Bonsoir.